C'est le coordonnateur. C'est celui qui évalue. Cette région va un peu trop vite. Bon, d'accord, mais celle-ci non. Alors on va l'aider. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ainsi de suite. Mais il vous faut des hommes rompus. Et pour cela, il faut les former. Mais il ne faut pas les former, c'est pas, on ne vous retourne pas à l'école. Mais ça, c'est une accélération. Une autre type d'école. Qui n'a pas besoin de cartable. Qui n'a pas besoin de livres. En d'autres termes, j'appelle ça couramment l'école de la vie. Mais elle ne sera pas école de la vie, parce que s'il faut que je fasse passer l'école de la vie, mon Dieu, il faudra que, pour être homme politique, il faudrait que vous attendiez 50 ans, 60 ans. Mais non, c'est aberrant. Donc il faut accélérer le processus. Nous allons l'accélérer par une certaine forme de formation. Avec un peu de chance, et j'aurais souhaité, j'aurais aimé, n'était votre impatience à attendre que mes négociations aboutissent et que je vienne vous annoncer pour dire, écoutez mes chers amis, je suis en retard, je suis d'accord, mais voilà, vous allez tous passer à l'école. Et cette école ne recevra que forcément que ceux qui ont déjà des diplômes, ceux qui ont déjà la technique. Et maintenant, il faut savoir utiliser cette technique. Les anglo-saxons appellent ça capacity building. J'avoue que j'ai du mal à traduire ça de manière aussi simple en français. Mais s'il y a des anglophones dans la salle, alors les paris sont ouverts. Alors trouvez-moi la plus belle définition de capacity building. Aptitude à l'évaluer, aptitude à programmer, aptitude à budgétiser. Alors c'est tout cela. Vous l'appelez simplement la capacité de construire. Donc, et bien voilà, c'est ce qui nous manque. Nous avons 17 000 jeunes gens qui sont diplômés à Brazzaville. Chiffre que je détiens de présidence assurée. 17 000. Diplômés, sans emploi. Ils sont tous assis, le menton dans la peau, attendant quoi? Que la fonction publique leur donne du travail. 17 000. Mais à ce rythme-là, à la fin, dans les 5 années, vous allez avoir 100 000 jeunes gens qui vont tous attendre que la fonction publique leur donne du travail. Pendant le même temps, le FMI, je viens de vous le dire, vous demande de réduire de 50%. Essayez de me résoudre cette quadrature. Voilà l'aberration dans notre système de formation que nous venons acquérir ici. Mais non, justement dans ce que nous voulons faire, dans cette aptitude de rechercher, d'identifier, etc., chacun d'entre nous doit être capable, là où il est, individuellement ou collectivement, de se dire, bon, j'identifie tel problème, voici telle solution. Je m'organise pour résoudre cette solution. Et je demande à mes frères, à mes amis, aux parents, au gouvernement, aux ONG, aux coopératives, aidez-moi. Voici mon projet, il est identifié, il est évalué, le voilà. Donnez-moi les moyens pour le faire, je suis prêt, je suis promoteur. Nous devons devenir tous des promoteurs. Que vous soyez à la fonction publique ou non, vous devez être promoteur. Être capable de générer une activité et non pas attendre tout de la fonction publique. Mais la fonction publique va vous recruter, vous, un. Mais dès que vous êtes recruté, ça y est, il déroule. Plus personne ne doit passer. Une PME, une PMI, petite moyenne entreprise, petite moyenne... J'ai introduit des innovations, nous sommes 2, nous devenons 4. J'ajoute une autre innovation, je crée une autre structure. De 4, nous sommes 12. De 12, nous sommes 20. Nous créons de l'activité, nous développons notre pays et nous avançons. Ce n'est pas simplement une vue d'esprit. Ce monsieur qui vous dit l'Afrique en kimono, lisez-le si vous souhaitez, mais lisez-le en scientifique, c'est-à-dire
en lisant entre les lignes, interlégérer. Il ne s'agit pas de copier servilement, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici, et nous nous sommes cassés la figure en beauté. Nous avons copié les soviétistes, leur socialisme, nous nous sommes cassés la figure. D'autres en face ou à côté ont bien copié le capitalisme ou le libéralisme, et nous ne sommes pas moins cassés la figure. Et on veut encore que nous copions maintenant le Japon. Il n'y a rien là-dedans qui puisse nous garantir que nous allons sortir sains et saufs. Si nous oublions que nous avons une tête, une culture et un savoir-faire peut-être à aiguiser. D'entre vous qui a trouvé la plus belle phrase, je ne l'ai jamais, je ne la retiens jamais, mais comme il se cache derrière, je ne sais pas s'il pourra me la sortir, mais il m'entend. Continent et l'espoir d'une génération. Voilà, vous lancez un défi, vous dites, nous sommes capables de nous développer par nous-mêmes. Et c'est l'espoir parce que si nous n'y prenons garde, nous sommes condamnés. Et si nous sommes condamnés, c'est pour une colonisation dont nous ne nous révéllerons jamais. Parce qu'on va vous coloniser si on ne va pas vous réserver un bon génocide. Et c'est là où je voudrais terminer, messieurs, mesdames et messieurs. Il y a très peu de dames. Est-ce Paris qui veut ainsi? Ou bien, les dames et une représentation qui soit à la hauteur de leur propre ratio. Car n'oubliez pas qu'elles sont 51%. Et que l'homme n'est que... Les hommes n'en sont qu'à 50%, mais ils trustent tout, vous voyez. Question, bien entendu, mais je voudrais vous donner, pour bien me faire comprendre sur cette question de génocide qui nous pend au nez, au mieux, mais au pire, parce que je préfère mourir que de subir une colonisation. Voyez-vous, Monsieur Jean-Christophe Ruffin, qui a écrit L'Empire et les Nouveaux Barbares, dans son premier propos, dans son livre, les 25 premières pages, vous n'avez pas besoin de tout lire, vous lisez les 25 premières pages, je crois que vous êtes édifiés. Il nous dit, bon, maintenant que l'Occident a détruit le communisme, il n'y a plus d'ennemis. Quel malheur. Quel malheur. Il y a nécessité d'avoir un ennemi, alors on va le créer. Mais on n'a pas besoin de le créer, il est déjà là. Les barbares, les voilà. C'est vous qui venez envahir chez eux. Vous venez perturber leur civilisation, droit de sang. Écoutez, mais oui, mais c'est comme ça que ce problème se pose. Alors, comment faire? Ben, il faut s'organiser pour vous faire la guerre. Hier, c'était péril jaune. Aujourd'hui, c'est péril, c'est les barbares. Comment est-ce qu'on a résolu le péril jaune? Comment est-ce que les Japonais sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui? Réfléchissez bien. Réfléchissez un tout petit peu. Péril jaune. 45, ils ont eu droit à Hiroshima, la bombe atomique. C'est pas eux qui avaient déclaré la guerre à l'Occident. C'était Hitler. On aurait pu larguer la bombe sur Hitler, non. Péril jaune, on a largué la bombe là-bas. Ils en sont sortis fortifiés. Parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient en danger de mort. Qu'on était prêt à les éliminer. Alors, ils se sont arc-boutés. Cherchez bien en lisant l'Afrique en kimono, si vous avez le temps de le lire. Vous trouverez que, vous verrez quelque part, de temps en temps, cette notion de conscience de leur
de leur bien-être, de leur vie. Vous avez conscience qu'ils étaient menacés. L'instinct de conservation est revenu. Bien sûr, il y a des aspects culturels, bien sûr, mais il y a cette conscience-là. Et ils se sont épuisés en eux-mêmes, ils ont puisé en eux-mêmes toutes les ressources de leur créativité, de leur génie. Et les voilà, petit à petit, ils ont mis en place ce qui fait d'eux aujourd'hui, qui les situe aujourd'hui parmi les plus puissants du monde. Il y a eu la bombe atomique. Quel est le type de bombe qu'on nous réserve? À nous. Mais elle est technologique. Elle risque d'être technologique. C'est pour cela que j'ai insisté sur la science et la technologie tout à l'heure. Et il y a tout lieu de penser qu'elle sera technologique. Un de mes directeurs à l'UNESCO, patron à l'UNESCO, Matambo pour ne pas le nommer, me disait que il y a 3 semaines, nous nous sommes trouvés au Maroc avec lui, il me disait que j'ai toutes les raisons de penser que le sida nous a été fabriqué par une petite manipulation génétique. Bon, bien sûr, en tant que généticien, je mets tout ça un peu au machin, mais enfin, il y a des moments où on se demande. Mais je n'ai pas besoin de faire de cette gymnastique. Il me suffit de prendre 1 ou 2 cas et de vous les livrer. Gardez-le pour vous, cherchez, pour ceux qui sont dans le domaine médical, ok, essayez de voir ce qu'il en est. Vous avez une molécule qui s'appelle la RU486, qui est une molécule anticonceptionnelle. Comme disent les anglo-saxons, like vaccine. Donc, votre épouse peut le faire comme un vaccin. Pendant 9 mois, hein, docteur. Pendant 9 mois, votre femme est comme si elle était en grossesse. Elle n'est pas en grossesse, mais tout se passe comme si elle était en grossesse. Donc, tout est bloqué. Bravo la science. N'est-ce pas? Mais docteur, quel est l'âge de la ménarche chez les Africains? C'est variable. 11 ans. 13 ans. Il y a des dames. S'il vous plaît, non, c'est autour de 11-12 ans. Imaginez maintenant, docteur, que vous vouliez éviter à ces jeunes personnes, 11-12 ans, les affres de maternité précoce. Et vous leur donnez cette molécule. Êtes-vous sûr du résultat? Ne pensez-vous pas que ça va entraîner des désordres absolument insoupçonnés, car tout va être bloqué, alors qu'à cet âge-là, tout le système, tout le tractus se met en place. Et tout ceci va être stoppé. Et à 18 ans, cette femme se retrouvera sans sein, ou pratiquement peut-être même sans ovaire ou sans utérus, et on dira que c'est l'oncle qui a jeté un mauvais sort. Vous avez organisé là un génocide, mais absolument crime parfait. Voilà un cas. Et la RU486, ils sont en train de se battre avec les Américains pour leur donner. Les Américains refusent, vous le savez. Je vais vous donner un autre exemple idiot. Le manioc. Toujours le manioc. Ah, mais parce que j'étais nouveau au manioc. Tout ce qui touche le manioc, je ne peux pas rester insensible. Aujourd'hui, on a trouvé un manioc, une variété de manioc, par manipulation génétique, qui résiste aux piqûres
de criquet. Mange la feuille raide. Ceci parce que par manipulation génétique, on a mis un petit gène qui a sécrété une enzyme qui bloque la synthèse des protéines chez le criquet. Mais cette synthèse, en termes techniques, excusez-moi, est-elle spécifique au criquet? On me répond non. Or, le manioc, les feuilles du manioc, c'est pas le sakasaka, c'est pas le pondu. Et alors, que peut-il arriver? Une bonne petite manipulation génétique. On vous donne des clones de manioc qui sont productifs, mais il est beau, hein, ce manioc. Bien sûr, puisque personne ne peut le toucher, même pas le criquet. Voilà ce qui nous pend au nez. Alors, étonnez-vous que votre président ait pris un certain temps à ne pas rentrer au pays vite, parce que nous avons ces programmes-là à essayer de gérer au niveau du continent d'abord, et peut-être même au niveau de notre pays. Ce sont ces problèmes qui me retiennent, ils sont nombreux, ils sont variés, ils sont difficiles, mais je suis dans ce comité-là, je ne peux pas m'en défaire facilement. Mais je pense qu'il y va de notre devenir, de notre futur. Je m'excuse de tous ceux qui doivent prendre des trains, on me le signifie à plusieurs reprises, mais pour une première, devais-je rester trop terre à terre? Devais-je élever le débat? Devais-je simplement vous saluer, vous remercier, m'en aller? Voilà. Encore une fois, merci et mille excuses pour tout le retard que je vous ai infligé et bien entendu le discours un peu trop long également que je vous ai donné.